petite anecdote avec lui, il m'a cassé un nez une fois, mais bon. Ouais, ça va. Ah, il t'a cassé le nez? Ouais, un match de Coupe de France ici à Montpellier. On prenait quasiment tous les ballons à la tête. Et il me dit, il y a un moment, il dit, c'est pas possible. Ouais, je saute avec lui, bing, allez. Salut, oh my goalers, c'est encore moi, Colin, pour vous embêter avec un nouvel épisode de Call Interview. Et cette fois-ci, ce sera aux côtés de Vittorino Hilton. Mais avant qu'on commence, la petite formule habituelle, je vais vous demander de vous abonner pour ne manquer aucun épisode de Call Interview et aucune vidéo de Oh my goal. Vittorino, comment tu vas? Bonjour Colin, ça va et toi? Ça va. Dis, t'as l'air en forme, hein, t'es bronzé, tout ça. On voit que tu reviens de vacances, non? Ah oui, ah oui, en plus dans le sud il fait beau, donc je profite. Donc ça va, t'es parti un petit peu quand même, t'as eu le temps de partir. Ouais, j'étais parti. Ah oui, là, c'était un moment que j'ai pas eu des vacances avec ma femme et mes enfants, donc là, ça m'a permis de voyager tous ensemble parce que les vacances scolaires s'est décalé, donc Ouais, là, j'ai profité pour profiter de la famille un peu. d'accord. Ça va, tu t'ennuies pas en tant que jeune retraité du football, le football te manque pas encore? Pas encore, pas encore. Je pense que ça va me manquer dans pas longtemps, je pense. Là, la Liga n'a pas encore démarré, mais d'un côté, je profite, et je m'entraîne tous les jours, donc je pense que c'est ça qui fait que ça me manque pas trop. Ah, tu gardes le rythme quand même, tu continues de t'entraîner, t'as fait une petite préparation à toi? Ah oui, je m'entraîne quasiment tous les jours. Tous les C'est jours, je bien. m'arrête pas. Voilà. Tu t'arrêtes jamais, Vittorino. C'est peut-être ça ton problème. Tu vas reprendre, tu vas voir, tu vas retrouver un club dans un mois et tu vas reprendre. Vittorino, tu sais quoi, pour garder la bonne humeur, on va commencer directement par un petit jeu. Ça s'appelle l'interview The Best, l'interview le meilleur. Je te pose des questions et tac au tac, tu me réponds directement avec Ça le marche. premier nom qui te vient en tête. D'accord? Bon, ok, Ça allez-y. marche. Le meilleur match que tu as disputé dans ta carrière. Montpellier-Lille, De quelle année? à 2011. Ah. L'année de titre, on gagne 0. Je pense que là, je fais un match très, très sérieux, celui-là. Et pourtant, je pensais que tu allais me dire tu sais, le 3-0 contre le PSG en début de saison, là, qui était pas mal aussi à domicile. Oui, il était pas mal aussi, hein. Après, j'ai eu d'autres matchs aussi contre le PSG Ouais. que j'ai fait des bons matchs, mais je pense que celui-là pour moi, ça a été plus de la mémoire, on va dire. Voilà. Pour l'anecdote, c'était qui était face à toi? Il y avait Eden Hazard, donc Ouais, il forcément. était en pleine forme. Donc, Ouais. Lille, ils avaient une bonne équipe cette époque-là, ils jouaient le titre aussi. Donc, Hmm. Le meilleur entraîneur que tu as eu chaque fois, j'ai dit, c'est Rick Garretz. à Marseille? Ouais, je le côté à Marseille. Hmm. Mais t'as eu des beaux noms quand même dans ta carrière. C'est Guéret, pourquoi Guéret? Goetz, parce que franchement, c'était un entraîneur qui connaissait vraiment tous les joueurs, qui était franc, il était direct, était vrai avec tous les joueurs. Et c'est ça qui m'a fait dire que voilà, pour moi, c'était le meilleur entraîneur. Après, côté tactique, technique, travail, tout ça, il était très bon aussi. Ouais. Mais côté homme, il était pour moi le meilleur. Je pense que tous les joueurs, si on avait des entraîneurs comme lui, parce qu'un entraîneur, voilà, lui, il avait, on sait tous que les entraîneurs, ils ont une équipe type. Mhm. Mais lui, il avait son équipe type que le dimanche. Le dimanche d'après, l'équipe, elle pouvait être complètement différente. Donc, à tous les jours, il fallait qu'on montre vraiment comment était nos places. Le meilleur joueur que tu as affronté. Pour moi, c'est Zlatan. Moi, j'ai dit chaque fois Zlatan parce que avec son talent déjà, parce que par rapport à son gabarit, techniquement, il est trop facile, trop à l'aise. Ouais. Et après, dans le jeu, il est trop malin, trop vicieux. Il fait sortir un défenseur d'un match. Donc ça c'est quelque chose pour un défenseur quand tu rencontres un attaquant comme ça, c'est quelque chose de exceptionnel de pouvoir s'affronter à tel talent, tel joueur. Donc Tu... une petite anecdote avec lui, m'a cassé un nez une fois, mais bon, ouais, ça va. Ah, il t'a cassé le nez? Ouais, un match de Coupe de France ici à Montpellier, c'était le stade de rugby. Je prenais quasiment tous les ballons à la tête et il me dit, il y a un moment, il dit, c'est pas possible. Je saute avec lui, bing, allez. Ah, je savais pas qu'on pouvait être méchant avec toi, Vittorino. Ça existe. Ça existe. Voilà, des fois, ça arrive, hein. Ouais. Il Mais faut. apparemment, il n'était pas méchant. Il n'a Bon, pas ça fait va, exprès. à part t'avoir cassé le nez, il a été gentil avec toi. Oui, toujours respectueux. Donc, voilà. Le plus gros tricheur à l'entraînement. Attends, il faut que je rappelle toutes les équipes que j'ai jouées, hein. Stéphane Sessegnon, allez. C'est Seigneur, pourquoi il faisait quoi, lui? Il Voilà. trichait? Surtout début de saison, tous les tests physiques, tout ça, il était tranquille, hein. Parce que lui, il disait, c'est pas moi qui cours, c'est le ballon. Il a raison.
Ouais, il a raison. Il a raison, donc. Mais Euh, un super joueur. ouais, j'adorais, moi. Bah, surtout quand il est passé au Paris Saint-Germain, parce qu'en tant que Ouais. supporter du PSG, j'ai beaucoup aimé ce joueur-là. Le meilleur but, le plus beau, le meilleur, comme tu veux, le plus beau but que tu as marqué. J'en ai un en tête, hein. On va voir si tu me dis le même. Mais moi, j'en ai un en tête. Quand j'ai retracé toute ta carrière, j'en ai revu un que j'ai beaucoup aimé. Bien, quand j'étais à Marseille, j'ai frappé en Ligue des Champions de la surface. Hum, Celui-là était pas Là, mal. c'était celui-là. Bon, pour moi c'était le premier celui-là. Après, le deuxième, c'était. Moi, je dis que c'était le plus beau pour moi. C'était contre Bordeaux, le titre. Il Ah était dégueulasse. oui! Ah oui, il est beau! Il est beau Il était celui-là, mais il est dégueulasse. plus beau dans le contexte que. Bon, dans le contexte qui passe Ouais, par le geste, voilà. c'est vrai qu'il est beau aussi celui-là. Et puis, il y avait, attends, j'ai revu aussi un autre, c'était le but contre. C'était avec Lens contre Marseille où vous êtes à 10 contre 11 et tu mets le but de l'égalisation et il était beau celui-là. J'ai aimé. J'ai aimé Ouais, dans le il contexte et était tout, pas il mal était pas aussi, ouais. mal. Le but le plus ridicule que tu as concédé. Ouais, j'étais à Lens, j'ai fait une passe en profondeur à Kevin Gamero. Je voulais faire une passe en entrée à Charlie Tange et lui, il est parti tout seul, il a marqué l'équipe. Voilà. La plus belle ambiance que tu as connue dans un stade. Voilà. Là j'ai mis 50-50. J'ai mis Lens et Marseille. Ah ouais, Lens, c'était beau quand même, hein. Ouais. Et tu n'arrives pas à te décider alors entre Marseille et Lens. Oh là là, c'est dur, hein. Là, Allez, c'est dur. j'ai choisi l'OM, allez. Ah, il est courageux. C'est bien. Tu te rappelles du soir où c'était particulièrement chaud ou pas? Ouais, ouais, il y a pas mal des matchs compliqués à Marseille, donc Mhm, il y a pas mal de shows aussi. mhm, C'était des matchs Ligue des Champions, mhm. qui ont gagné le championnat contre Rennes, c'était une ambiance de malade. Ouais, ouais, c'est vrai. Le plus gros fêtard que tu as eu dans un vestiaire. Ah là, c'est Ah, chaud on là. commence à rentrer dans les anecdotes qui piquent, hein. Il y en a un qui aimait trop, bon, il aimait bien la soirée, c'était Souleymane Diawara à Marseille. On va la voir bientôt, hein. Alors, fais attention Ah à ce que oui, tu dis, il va te répondre. je t'embrasse, mon Souley. Mais lui, il aimait bien la fête alors, Souleymane. Ah, il aimait bien sortir, on va dire, bien profiter de la vie. Ok. Le club de Ligue 1 que tu as détesté affronter. Ah, c'est dur à choisir là. Hmm. Ah, c'était Evian Tendant. Ah bon? J'aimais pas jouer là-bas quand il faisait froid. Bon, je ne vais pas te demander ton meilleur souvenir parce que je pense que c'est le souvenir du titre avec Montpellier, non? Oui, ouais, celui-là, C'est un peu trop il reste facile. tout frais en plus. Ouais. Ouais. Le meilleur danseur dans le vestiaire. Là, il y a Ambroise Ayongo Ouais, à Montpellier. Ah, lui, tout pour le moi, temps. number one. Le joueur le plus technique que tu as rencontré. Coéquipier ou adversaire? Ah, moi, j'ai dit pareil, j'ai dit à chaque fois, pour moi, le joueur que j'ai eu la chance de le côtoyer, de jouer contre, c'est Atem Ben Arfa. Ah ouais? Pour moi, pour moi, le plus fort de tous. Pourtant, tu as eu du monde, hein? Franchement, Tu as eu Younes ouais, j'ai Belanda, tu as joué contre ah Samir oui, Nasri, tu as vu du monde, j'ai hein? eu du monde, hein. Ah, j'ai vu du monde, hein. Ouais, je jouais contre Neymar, contre compagnie, Ouais, mais tu as joué contre. Attention, tu as joué contre Neymar et tu me dis que c'est Ben Arfa qui est plus fort ah, encore techniquement. pour moi, franchement, ouais, il a un talent. Après Neymar, c'est un Brésilien, En plus, c'est je un peux pas le Brésilien mettre, qui dit ça. ouais, je peux pas le mettre parce que voilà, il est hors sujet, on va dire. Ouais. Mais moi, je dis, tant que footballeur, à Tem Ben Arfa, pour moi, c'était franchement impressionnant. Tu as un match en particulier où il t'a impressionné ou. À chaque fois, je le voyais jouer, même à l'entraînement, des fois à l'entraînement, il faisait des trucs, je dis, ah, c'est pas possible. Bon, je te laisse tranquille, on arrête la petite interview de Best, mais tu t'en es bien sorti, tu m'as lâché des petites pépites, donc Ça va, c'est bien, tu t'en tranquille. es bien sorti. C'est compliqué pour moi de te parler, tu sais, j'ai un sourire, tu sais, bienveillant qui vient. Tu sais, tout le monde t'aime, toi, Vittorino, tu sais, dans le football français, tout le monde t'aime. Je sais pas si tu te rends compte un peu tu sais, de l'image et de l'aura que tu as dans le football français. Tu t'en rends compte ou pas? Non, franchement, non. Il y a pas longtemps, là, j'ai discuté, je suis allé en ville avec ma fille Mhm. et on discutait, on parlait de tout, on parlait de rien et on parlait de ça aussi. Je dis à ma fille, je dis, mais je ne rends pas compte parce que moi, je me promène comme quelqu'un de normal et les gens, ils me regardent comme si j'étais oh, Victor Hamilton. Et j'ai du mal encore, tu vois. Après, je pense que c'est plus tard que j'ai vraiment voit tout ce que j'ai fait au foot français surtout. C'était quelque chose d'exceptionnel. Ouais, c'était moi en tout cas en tant que fan de foot, en tant que Français, je peux te dire que ce que tu as fait pour nous tous, et je pense que je peux le dire au nom de toute la France qui aime le foot,
es un personnage particulier. Donc, franchement, je suis honoré, je suis très content de t'avoir avec moi aujourd'hui. Mais on ne bascule pas dans l'émotion parce que je vais Merci. pleurer devant la caméra et ça ne sert à rien. D'accord? Bon, quand tu découvres la France, tu me l'as dit, tu fais Bastia. D'accord? Voilà, Hein? une petite anecdote. Vas-y, C'est que dis-moi. j'ai pas de Bastia, je vais dans le nord, tout ça, et je commence à croiser les gens. Je dis, vous étiez en Corse? Je dis, ouais, la Corse, c'est magnifique. Ouais, les plages, l'autocroise. Avec mon épouse, on était à Bastia. L'eau à Bastia, c'est pas turquoise, hein. Ce côté-là, non. Mais comme je suis arrivé en France, tu vois, je commençais à peine à parler français. Ouais. Nous, on restait tout le temps à la maison. J'avais ma fille qui avait 1 an et demi, 2 ans. Du coup, on se promenait pas, tu vois, on sortait pas, on n'avait pas tout, comme je disais, on n'a pas la facilité qu'on a aujourd'hui de voir les Ouais. choses sur Internet. Et tu tapes une destination, tu vois le monument, tu vois tout ce que tu peux Ah, voir. d'accord. Du coup, on Donc, tu as été bougeait en pas. Corse et tu n'as même pas profité de la plage et J'ai pas du. profité. Ouais, moi, en plus, Hmm. je suis arrivé en janvier, le 31 janvier, je suis parti le 25 mai, donc Et du coup, derrière, tu enchaînes avec. Bah, c'est un peu plus gris, c'est un peu moins beau en termes d'environnement. Mais le foot là-bas, ça pue le foot, Lance. ah oui, c'est la passion, c'est l'amour de football, c'est quelque chose, voilà. Les 4 années que je suis passé, même si ma dernière année c'était un peu plus compliqué, mais Ouais. c'était vraiment des années magnifiques. Le peuple lensois, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Quand on parle des supporters lensois, on a une idée, voilà, on se dit, ah, c'est beau, c'est beau. Mais quand on vit vraiment ça tous les week-ends, c'est rien à voir. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Quand tu te balades dans la rue et que tu es t'es un joueur du RC Lens, l'échange, il est comment avec les supporters? Déjà, est-ce qu'ils te reconnaissent? Ah Est-ce qu'il y a oui, un de échange suite, hein. particulier? Ouais, tout de suite. Ah, de suite, ils te reconnaissent, il vient vers toi, il te demande des autographes, hein. Bon, en te respectant surtout, parce que c'est quelque chose d'exceptionnel, parce qu'il y a le respect aussi des supporters envers les joueurs. Ils arrivent pas, ils abordent pas un joueur comme ça, tu vois. Et ils demandent s'ils peuvent prendre une photo, signer un autographe. Ça, c'est quelque chose que ça m'a marqué beaucoup. Et puis voilà, après, vraiment, c'est vraiment des passionnés. Quand tu es à Lens, c'est un club qui te correspond parfaitement avec l'image que j'ai de toi aujourd'hui. La ferveur du public, la passion, le respect, l'ambition, le côté un peu familial, tout ça. Et quand tu pars, pour moi, là, j'ai ma petite idée, mais est-ce que tu peux me dire quelle est la raison qui te pousse à partir? Voilà, c'est sûr que c'était un club que je pourrais très bien rester longtemps. C'est comme quoi, des fois, les choses, elles sont complètement différentes. À cette époque-là, voilà, je passe 3 années magnifiques à Lens. Hmm. Après, la quatrième année, j'ai des problèmes perso. Donc, entre parenthèses, j'étais séparé de mon épouse à l'époque. On Ouais, était séparés pendant 2 ans. Donc, c'est ça d'accord. qui a balancé que je puisse partir, tu vois. Parce que pendant l'année 2008, elle était partie au Brésil avec mes enfants. Donc, c'était une année que j'étais tout seul à Lens. C'était très compliqué. C'est Hmm. une année que j'étais blessé, tu vois. J'ai une pubalgie. Donc, pour moi, c'était vraiment, vraiment une année très compliquée. Et je pense que c'est plus ça qui a fait que, dans mon idée, c'était, voilà, j'ai quitté Lens pour aller au Brésil. Parce que même si, voilà, à l'époque, j'étais séparé, heureusement, on s'est remis ensemble après. Ouais. Mais je me suis dit, bon, il faut que je rentre au Brésil, comme ça, je vais être plus près de mes enfants. Parce que pour les voir tous les 6 mois, c'est pas facile. Hmm. Et puis, au final, voilà, je pars en vacances au Brésil. Je suis au Brésil, après, voilà, j'ai un appel et je dis, bon, il y a l'Olympique de Marseille qui est sur toi. Et moi, j'ai l'Olympique de Marseille, je peux pas refuser. Hmm. Compliqué de dire non. Compliqué de dire non. Et après, moi, j'ai dit, écoute, même si ça va être dur, dans ma tête, j'ai dit, même si ça va être dur pour moi, c'est l'avenir de mes enfants qui est en jeu, là, tu Hmm. vois. Hmm. J'avais un contrat de 4 ans avec Marseille. J'y pars 4 ans. Allez, Marseille, c'est un gros club. Tu peux pas refuser. Voilà, c'est ça. Et puis qu'au final, c'était le bon choix. 2 ans après, s'est remis ensemble et puis on est toujours ensemble. Hmm. Bah écoute, c'est une bonne. Je suis très content, en tout cas, que ça se finisse bien cette séparation. Je suis très content, mais je t'avoue, quand je te parle de Lens et que je te parle de la raison, que je te demande la raison pour laquelle tu es parti, je m'attends à ce que tu me dises que c'est la descente du club qui te fait partir.
c'est même pas ça. Parce que déjà, dernière année à Lens, je devais partir avant. Mhm. Et le président GV Martel, moi j'ai beaucoup de respect, j'ai beaucoup d'admiration pour cet homme, hein, pour ce monsieur en fait. J'avais 5 ans de contrat, il me dit, tu restes encore une année et après tu pars. Tu pars où tu veux, tu pars. Mais Ouais, malheureusement, l'année qu'on descend, c'est que voilà, j'étais blessé, j'ai passé 3 mois blessé, c'était entre guillemets les trois mois que j'étais blessé, on a plus gagné un match. Et même quand je suis revenu après, c'était très compliqué, tu vois. ouais, Mais c'était pas le fait d'aller en Ligue 2 qui m'a obligé de partir de Lens. d'accord. L'OM débarque, frappe à la porte. Tu es obligé de dire oui parce qu'on dit pas non. On dit pas non à l'OM. Du coup, le contexte dans lequel tu y vas avec ces problèmes perso, l'échec entre guillemets de Lens qui descend, la pression, la nouvelle pression, parce que jusqu'ici, tu n'as pas tellement connu cette pression-là de l'OM, cette envergure médiatique, etc. Comment ton adaptation, elle se fait? Elle a été faite très bien parce que j'arrive, ils avaient une bonne équipe à l'époque. Eric Gerets, Ouais, c'était l'entraîneur. On finit 12e du championnat cette année-là, ouais, l'année derrière Bordeaux. derrière Bordeaux, là, le dernier match. Donc, moi, j'arrive, je vois Marseille cette année, c'était quelque chose de magnifique. Je me dis, Marseille, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Ouais, L'année d'après, voilà, on gagne la Coupe de la Ligue. Déjà, tu gagnes la Coupe de la Ligue. Tu vois les supporters Marseille qui attendaient ça depuis 17 ans, qu'ils n'avaient plus gagné même pas un titre. Ouais, on était arrivé au Bioport. Je vois ce, je vois ces supporters. Je dis, vraiment, Marseille, c'est quelque chose de hors norme. Et on gagne le championnat la même année, tu vois. Donc, ouais. Tu me donc parlais on a tout à fait l'heure le du plus. respect parce que tu me parlais des supporters. Tu me parlais tout à l'heure du respect qu'avaient les supporters lensois envers les joueurs quand ils s'adressaient aux joueurs. Est-ce que dans la relation à Marseille, c'est la même chose? Ah, c'est compliqué. Marseille, t'es supporter de Marseille, tu croises un joueur, tu sautes sur le joueur, tu demandes des autographes et voilà. Mais là, on va dire que là, on va dire à Marseille, j'étais préparé pour ça. Ouais. Donc voilà, c'est la passion, vraiment des vrais supporters qui sont à fond derrière leur club. Hmm. Et s'ils croisent un joueur comme ça, comme moi, je me promenais tout le temps au centre-ville de Marseille, c'est un malade. Là-bas, tu m'as dit, on a dans la petite micro-interview, on va dire le petit jeu du début, tu m'as parlé d'Atem Ben Arfa. Et du coup, bah, je me suis toujours demandé qu'est-ce qu'il va me dire comme joueur impressionnant qu'il y avait, parce que pour lister, il y avait quand même Ben Arfa, il y avait Walter, il y avait Mandanda, il y avait Mamadou Niang, il y avait Valbuena, il y avait Djibril Cissé. Tu avais une belle équipe là-bas. Est-ce que quand tu es dans l'entraînement, tu sens qu'en termes de qualité pure, c'est le plus haut niveau que tu aies connu dans ta carrière ou pas? Ah oui, ça sans doute, hein, parce que tous les talents à l'époque, c'était vraiment quelque chose sur le papier, c'était vraiment fou, là. T'avais, une- t'avais du lourd, là. Hein. Ouais, T'avais du lourd, donc après, voilà, après, le côté résultat, tout ça, ça on met de côté parce que des fois, t'as des bons joueurs, les ouais. résultats, ils suivent pas, donc À Marseille, tu as tout connu, même si tu avais connu déjà le. Tu avais connu la Coupe d'Europe au Servette et tu oui, l'avais connu aussi un petit peu à Lens. Mais pour la première fois, là, tu joues la Champions, tu joues la Ligue des Champions. Est-ce que Marseille, aujourd'hui, avec le recul, tu considères que c'est l'apogée de ta carrière, la première oui, saison? oui, je pense, hein. Je pense à la première, même la deuxième déjà, c'était vraiment le club où j'ai vraiment connu voilà, la Ligue des Champions avec l'Olympique de Marseille. C'était vraiment, même si on n'était pas plus loin qu'on souhaitait, mais pour moi, c'était la découverte de la plus belle des compétitions. Donc footballeur, tu découvres ça, c'est quelque chose d'énorme. Il y a une amertume ou pas par rapport à l'expérience à l'OM? Non, non, Marseille, ça reste toujours des bons souvenirs. D'accord. Je parle côté terrain, côté stade, côté public, ça. Ah bah voilà, mais je vais te titiller, hein, Vittorino, je suis obligé. On va Ah pas bah parler oui, que des bons trucs, on est obligé de parler des choses un petit peu plus compliquées. Euh, En fait, tu vois, je regardais, je me disais, c'est pareil, comme pour Lens, je me dis, waouh, Vittorino Hilton, ok, il quitte Lens, c'est pour aller à l'OM. Ça va, tu vois, c'est logique dans la réflexion, la carrière et tout. Et puis, je vois le début, ça se passe nickel avec Eric Guéret. C'est au top, t'enchaînes les matchs, t'es un leader du groupe, de par ton aura, de par ton caractère et tout.
Et après, quand tu regardes le nombre de matchs et les stats, ça descend, ça dégringole petit à petit. Qu'est-ce qui se passe? C'est choix de coach, hein. Il y a pas mille choses là-dedans. Donc, voilà, il y a changement d'entraîneur. Il y a Didier Deschamps qui débarque à Marseille. Après, voilà, comme je disais, tu vois, des fois, il y a des entraîneurs qui ont une équipe en tête. Il a fait venir des joueurs dans des postes comme le mien. Donc moi, où j'étais titulaire avec Guedes, je suis passé remplaçant. Et voilà, après, ça a resté comme ça. Donc, moi, je respecte le choix d'entraîneur. Voilà. C'est pour ça que j'ai joué beaucoup moins parce que je pense qu'il voulait vraiment des grands défenseurs costauds derrière. Et moi, voilà, comme je disais, moi, j'étais au Stade de Genève, tout petit, on va dire, comme défenseur. Mais Comme est-ce qu'il te... défenseur, techniquement. Donc, Ouais. voilà. Il te parle ou pas? Ouais, il m'a jamais parlé, donc il m'a sorti de l'équipe et chaque fois que j'ai joué, des fois j'étais l'homme de match, j'étais le meilleur entre guillemets le meilleur de match. Hmm. C'était comme ça. Il a ma troisième année à Marseille, je demande de partir. Je demande de Mhm. partir avant que je parte, je demande de partir. On était au stage avec l'OM. Ouais. Je demande pour discuter avec lui, je demande de partir. Mhm. Et il m'a dit, Vito, je peux pas laisser un joueur de ton talent, de ta classe partir. Mais j'ai dit, mais coach, mais je joue pas. J'ai dit, non, mais je m'en fous. Je veux une équipe avec des bons joueurs. Même toi, tu vas être un remplaçant. Même le remplaçant, il faut qu'il soit bon. J'ai dit, bon, ok. J'ai dit, bon, je vais me battre pour jouer. Ouais. J'ai dit, bon, encore une année, tu vois. J'avais, allez, 31 ans, 31 ans, je me rappelle plus. Voilà, il me reste encore, on va dire, 5 ans de carrière. Donc, faut que je trouve un club à jouer, tu vois. Bon, je reste encore la dernière année. Tu vois, on gagne la Coupe de la Ligue encore. Mhm. C'est marrant parce que moi, j'ai joué tous les matchs de la Coupe de la Ligue et je joue pas la finale. Ouais. Ouais. Bon, mais on l'a gagné quand même. Donc, on a gagné contre Montpellier. Je sais pas pourquoi, comme quoi le destin, des fois, il te prépare des choses que, C'est voilà, clair. ils m'ont mis Montpellier au final, ma quatrième année, début de saison, les stages, préparation, tout ça, difficile. Voilà, et j'ai eu ce petit problème perso à la maison, voilà, cette petite visite dans la nuit à la maison. Donc, et là, franchement, là, ça m'a forcé de quitter Marseille. Là, je ne pouvais plus continuer. Si tu veux bien, si tu veux bien, parce que c'est quand même un sujet délicat, au moment où tout arrive, parce que tu m'as parlé de la séparation avec ta femme, au moment où tout arrive, cette visite dans la nuit dont tu parles, ta famille t'est revenue, ta femme est revenue à la maison et Oui, tes oui, enfants sont oui, là. on était tous à Ouais, la maison. c'était tous Pour moi, là. ouais, le plus dur, c'était pour moi, c'est que moi, j'avais, tu vois, à l'époque, j'avais ma soeur, mon beau-frère Ouais. à la maison. J'avais ma belle-sœur, son mari, son fils. Ils étaient tous venus en vacances au Brésil à Marseille. On était presque une quinzaine de personnes à la maison, tu vois. Donc, quand il arrive ça, on est tous à la maison. Moi, si j'étais tout seul, ça n'allait rien changer ma vie. Hmm. C'est ce que j'ai vécu ce jour-là. J'ai vécu Ouais. toute mon enfance, j'avais vécu un peu, entre guillemets, même des choses un peu plus chaudes, tu vois. Et pour moi, c'était juste un petit rappel de mon enfance quand ça m'arrivait. Je n'ai pas resté, tu vois, traumatisé, tout ça. Ouais. Mais pour ma femme, pour mes enfants, c'était vraiment très, très compliqué pendant quelques années après. Mais bon, comme j'ai dit, des fois, il y a des choses qui t'arrivent Ouais. qu'on ne sait pas. Donc, voilà, il faut que je trouve un club pour partir. Ça a été Là, direct, ça a été il a fallu il fallait que tu tournes la page après ça? ouais, c'est sûr. C'est sûr, je peux plus rester à Marseille. Ouais. Même si j'ai dit, je vais déménager d'où j'habite. Non, non, j'ai dit non. Mentalement, par ma femme et mes enfants, c'était très, très compliqué, tu vois. Ouais. Est-ce que c'est Moi, ça j'ai dit, qui fait qu'il t'autorise à partir, Marseille? Parce que tu m'as dit qu'avant oui, Didier Deschamps, il t'a dit non. oui, Est-ce que oui. c'est cet épisode-là qui fait qu'ils te disent oui? Oui, là, ils m'ont laissé. Parce que moi, j'ai dit, D'accord. je peux pas continuer. Et là, ils m'ont laissé. J'ai dit, bon. Dans la journée, il y a Bruno Carotti qui m'appelle, Ouais. directeur sportif de Montpellier. Il me dit, ah, on voulait bien te rencontrer avec le président Laurent Nicolin parce que voilà, on souhaitait que tu viennes à Montpellier, voilà. Et c'est comme ça que la belle histoire commence. Quand on voit un mec avec l'image que tu as, classe, propre sur lui, toujours respectueux, toujours bienveillant,
avec un homme comme Monsieur Nicolin et tout le personnage qui va avec, on a du mal à vous associer. Et pourtant, tu as toujours eu des mots élogieux envers lui. Comment ça s'est passé la relation? Comment elle était votre relation à tous les deux? On le sait tous, Monsieur Nicolas, c'était vraiment un personnage dans le foot français. Ouais, Ça va rester toujours. Quand on parle football à Montpellier, c'est le Monsieur Nicolas qui revient en tête. J'ai appris à le connaître quand je suis arrivé à Montpellier. Voilà, parce que quand tu l'entends parler, des fois, quand tu le connais pas, c'est vraiment quelque chose des fois, ça peut choquer. ouais. Parce que des fois, il y a des mots assez durs. Il avait des mots assez durs. Donc, mais cette année-là, j'ai appris pas mal de choses avec lui. Il a toujours, est-ce qu'il a cette générosité dont les gens parlent, cette bienveillance quand on est proche Ah de lui? oui, Parce que ça, les gens de Montpellier en parlent toujours en disant qu'il était attentionné, qu'il faisait toujours attention au bien-être des autres autour de lui. Tu l'as ressenti, ça? exactement, ça, exactement. Ça, franchement, quand t'es un joueur de Montpellier, quand tu viens à Montpellier, quand tu respectes le monsieur Nicolas, Ouais, il t'aidait, hein. Ouais, c'est donnant, tu vois. Lui, toujours comme ça, bienveillant avec tout le monde, tu vois. Il savait d'où il venait, parce que voilà, il a galéré quand il était tout début, donc ouais. après, il a aidé les gens, et puis voilà, c'est vraiment, et son fils Laurent Nicolas, il est un peu dans le même schéma, Hmm. son père. Tu signes en 2011, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais. Est-ce que toi, au moment où tu arrives dans le club, tu sens les prémices d'un truc qui peut se passer ou pas? Oui, Tu sens quoi? oui, parce que c'est marrant, parce que j'arrive, déjà, il y a ce côté-là que ma dernière année à Marseille, j'ai Ouais, pas joué énormément. Je suis arrivé à Montpellier, 33 ans, presque 34. Les gens disent, oh là, il n'a pas joué beaucoup. Est-ce qu'il était blessé? Parce qu'on ne sait pas. hmm, Est-ce qu'il était blessé? Est-ce qu'il y a eu des soucis? On ne sait pas, on ne connaît pas. Entre guillemets, on voit le joueur le week-end et on va juger le joueur par ses matchs, ses performances. Moi, j'arrive. Des premières interviews à Montpellier, je pense que j'en laisse, il me dit, c'est quoi les ambitions de club, tout ça. Et j'ai dit, oh, les ambitions de club, je pense qu'on peut jouer le titre. Et on va finir dans les trois premiers. Les gens, ils m'ont regardé comme ça, ils m'ont dit, mais c'est un malade. Mais c'est un fou, celui-là. Ils ont dit, oh, t'es plus à Marseille, hein. C'est Marseille qu'ils ont fait pour. Peut-être quand j'avais dit ça, c'était, voilà. Après, des choses qui Dieu nous permet de vivre. Et comme quoi, Dieu, il a préparé quelque chose d'exceptionnel. Mais les gens, ils disent, mais t'es un malade, tu dis ça. Aujourd'hui, ouais, peut-être que j'étais malade quand j'avais dit, mais au final, j'ai pas eu tort. non, tu n'as pas eu tort. Mais c'est quoi qui te fait ressentir ce truc-là? C'est la qualité du groupe même? C'est quoi? Oui, c'est la qualité. Parce que moi, l'année d'avant, on bat Montpellier en finale de la Coupe de la Ligue. Mhm, Jusqu'à là, Montpellier, il fait une très belle saison. mhm. Montpellier, ils étaient dans les 5 6 premiers. Et je regardais un peu, tu vois, l'équipe de Montpellier jouer, et je voyais, franchement, ils ont une bonne petite équipe. En plus, voilà, j'y arrive, on n'avait pas beaucoup de changements. Il y a juste un Ribéry qui était arrivé avec moi. Ouais, Il était arrivé avant moi. Et puis moi, j'arrive pareil. Le coach, il me dit, Vito, tu joues samedi. Je dis, coach, je dis non, je voulais très bien jouer, mais l'équipe, elles ont fait la préparation, ils ont fait tous les matchs de préparation, tout ça. Là, je viens de Marseille, tu vois, j'ai eu ces problèmes-là. Laisse-moi encore une semaine pour. Donc, le premier match du championnat, j'ai pas joué. mhm. Et après, elle a commencé la belle histoire parce que Ouais, voilà, c'était une. Il y en a pas beaucoup de gens qui sont au courant, c'est que pendant un mois et demi, on va dire un mois, le temps que je trouve une maison à la Grande Motte, je faisais des allers-retours à Marseille parce que ma femme, elle était restée à Marseille avec mes enfants. mhm. Je finissais les entraînements l'après-midi. Je dormais à Marseille. Je me levais à 5 heures du matin pour m'entraîner. Je faisais ça tous les jours, Pendant un mois et demi? quasiment. Presque tous les jours pendant un mois et demi, jusqu'au temps que je trouvais la maison. Wow. Bon, tu finis, vous faites la saison, vous partez en fanfare. Toute la saison, on se dit, bon, là, c'est un peu trop haut pour eux, ils n'y arriveront pas. Bon, on est à la moitié de la saison, ça va redescendre. Bon, ils vont craquer dans le dernier sprint. À l'extérieur, on se disait ça, mais en interne, vous vous dites quoi? Quand est-ce que vous vous dites, waouh, au-delà de toi et qui était persuadé directement en arrivant,
Mais quand est-ce que dans le vestiaire, les gars se disent autour de toi, et si on allait au bout, malgré PSG QSI, malgré tout ça? Tu vois, le foot, des fois, il y a des années, tu sens quelque chose. Tu sens que des fois, c'est pour toi. Tu vois, il y a eu des matchs. Je disais, non, cette année, c'est vraiment, il y a quelque chose du bien, tu vois, pour nous. Je Mhm. ne sais pas si on va finir premier, mais voilà, il faut qu'on nous croie jusqu'au bout. Dernier match de l'année civile, on va à Evian-Tonon. À la mi-temps, on mène 2-0. 2-0, tout le monde dit, bon, allez, Montpellier, champion d'automne, nickel. Déjà, ça va être énorme. Deuxième mi-temps, on prend 4. On perd 4-2. Le coach René Gérard, il rentre dans le vestiaire. Il nous a dit comme ça, je vous souhaite des mauvaises vacances. Cassez-vous. Et tu vois, juste avant, en sortant de terrain comme ça, il y a Mapou Yangabloa à côté. Et Mapou, il me dit, mais Vito, tu penses vraiment qu'on va arriver avec une équipe comme ça? Et j'ai dit, Mapou, t'inquiète, c'est pas grave. Il y a des fois, il y a des matchs comme ça. On part en vacances, là, on oublie cette défaite. Et on revient en janvier et on va remettre les choses en place. Et puis à partir de janvier, tu vois, on commence à gagner les matchs. Il y avait un autre joueur qui croyait beaucoup, beaucoup à ça. C'était John Otaka. Il savait que cette année, il y avait quelque chose pour nous, tu vois. Voilà, tu en as un, deux déjà qui commencent à penser comme ça. Tu dis, bon, ça peut être jouable. Et on commence à passer le message. Et tu vois que tous les autres joueurs, ils commencent à y croire, tu vois. Mais ils n'osent pas le dire. C'est normal parce que tu dis, bon, si on se plante et puis qu'au final, tu finis tes premiers, tes 12e et tu finis 8e, Ouais. à la fin, t'es marrant, tu vois. En plus, en janvier, il y a la fameuse Coupe d'Afrique, la CAN, tu vois. Il y a des joueurs qui sont partis. La possibilité, tu vois, de Kabela, Istanbuli, de se montrer. Tu vois, les jeunes, ils sont arrivés, ils sont imposés aussi, tu vois. Et puis là, on a senti que vraiment, on avait une équipe pour aller jusqu'au bout. Franchement, j'ai vécu des vestiaires dans des clubs, mais celui-là, Montpellier, c'était vraiment un vestiaire. Cette année-là, c'était incroyable. On s'entendait tous très, très bien, Mhm. malgré une petite anecdote. Je reviens un petit à l'arrière. Vas-y, dis-moi. Mon premier entraînement, je m'entraîne. Entraînement, tout ça, un bruit à l'entraînement, t'as une bagarre entre John Utaka et Abdel Al-Qatari. Là, je dis, ouh là, où j'ai débarqué. Mais, tu vois, je dis, ouh là, mais au final, non. Au final, c'était voilà, c'était quelque chose qu'il fallait que ça se produise Ouais. pour qu'on soit plus costaud, plus unis, tu vois. Et qu'au final, voilà, à la fin, on était tous ensemble. Des Ouais, fois, ouais. des fois on faisait des matchs et on savait qu'on allait gagner. Tu sais qu'il y a des matchs que tu dis, bon, moi je dis, le dernier match à Auxerre, on est mené 1-0. C'est la première fois, jusqu'à présent, j'ai jamais ressenti ça. C'est que je prends un but, ça m'a rien fait. On est mené 1-0, on récupère le ballon, on engage. Moi, je savais qu'on allait gagner. C'est incroyable. J'ai jamais senti ça dans ma vie. En tant que footballeur, c'était la seule fois. Parce que quand tu prends un but, en tant que défenseur, tu as les Ouais, bah boules oui. chaque fois, hein. Bah oui. Et là, tu prends le but, c'est pas grave, allez, on y va. Et là, je voyais l'équipe, même l'équipe, hein. Tu vois, des fois, tu joues le titre, surtout en jouant le titre comme ça, tu dis, bon, allez, tu prends le but. Ouais, il y a la Ça, pression. il y a, ouais, la pression et après les circonstances de match, arrêt de jeu, parce que les supporters donc ça, ils ont commencé à jeter des trucs sur le terrain. Donc le match il était arrêté, le match de PSG était fini déjà. Nous, on savait qu'il fallait le minimum un match nul. Et puis voilà, après on a gagné, c'était l'apothéose. Tu parles d'Auxerre là, mais il y a eu des matchs. Il y a eu le 3-0 en première partie de saison face au PSG. Il y a le 2-2 au Parc, qui est encore plus impressionnant, je trouve, que le 3-0, parce que le 3-0, on avait l'impression que c'était un match où le P. On ne savait pas en fait si c'était le PSG qui n'était pas bien ou vous qui étiez sur un nuage. On ne savait pas à l'époque. Tu sais, c'était le début de la saison et tout. C'était au mois de septembre, je crois. On ne savait pas trop. Mais quand vous faites le 2-2 au Parc, c'est autre chose. C'est plus début de saison. On est en plein cœur de l'action et les certitudes, elles sont là en fait. Donc sur les Voilà, mains, c'est il ça. y a la victoire contre Lyon, 3-1 contre Lyon. Ça aussi, il faut le faire. Il y a la victoire contre Marseille. Contre Ça Marseille au aussi, Vélodrome. voilà. Ouais. Ça aussi, il faut la Avec faire. Surtout cette que petite toi, retournée de Bellandra. voilà, c'est ce que j'allais dire. Surtout que toi, tu as dû prendre un bon petit plaisir avec tout ça. Ça fait quand même des gros matchs importants que vous avez gagnés. Et ce qui est fou, c'est que les matchs,
les matchs décisifs dont tu me parles de Thonon, tu me parles de Evian, tu me parles d'Auxerre, tu me parles de Rennes, et jamais tu m'as parlé de ces grosses affiches-là. Est-ce que pour toi, le titre, il s'est joué plus sur ces petits matchs, entre guillemets, là, que sur les grosses Bah affiches? oui, pour moi, oui, parce que genre, un match cette année-là, on reçoit Dijon à la maison, on bat Dijon 5-2. Tu dis, waouh, Montpellier, ils ont battu Dijon 5-2. Mais si on regarde le match, normalement c'est Dijon qui doit gagner 5-2. Parce qu'on était, franchement, ce jour-là, on était nuls. Mais on a gagné. Ouais, Tu vois, on a fait le plus important, c'est que voilà, on ouais. a gagné. Mais tu vois, il y a des petits matchs comme ça il fallait gagner absolument. Bon, alors, on a parlé de ta longévité en Ligue 1 dans le football, on a parlé de ton actu, mais j'aimerais aussi revenir un petit peu sur tes débuts, sur tes tout débuts, parce que j'ai été surpris de voir que bah, finalement, en interview, tu n'en as pas tant parlé que ça. Il n'y a pas tellement de traces de tes tout débuts, du début de ta vie, notamment au Brésil. Alors, c'est l'occasion de le faire, c'est l'occasion de te poser quelques questions. Est-ce que tu peux me dire comment tout a commencé? Tu es né au Brésil, à Brasilia, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est exactement ça. La vie, elle était comment là-bas? C'était très, très difficile parce que Brasilia, c'était une ville qui était construite pour être la capitale économique du Brésil à l'époque. Mon père, il était ouvrier. Il habitait dans le nord du Brésil. Et Mhm. ma mère, elle était couturière. Et puis, ils ont fait appel à beaucoup de ouvriers pour venir aider pour construire Brasilia. Du coup, mon père, il a eu cette possibilité, cette offre de travail. Et puis, il est parti à Brasilia. Donc, le début, c'était très compliqué. Moi, j'ai tout vécu, en fait. J'ai connu la pauvreté, la violence. J'ai vu pas mal de choses. Donc, c'était très, très dur. Malgré ce contexte-là, si je dis pas de bêtises, tu as un frère et trois sœurs, c'est ça? Exactement. Ok. Tu as vu, je suis renseigné, j'ai bossé, hein, j'ai bossé. Et la vie à la maison, comment ça se passe? Parce que du coup, tu me décris un contexte qui est un peu compliqué. Économiquement, si, même si c'est un peu personnel ce que je vais te demander, économiquement, est-ce que tes parents, ils arrivent à joindre les deux bouts? Est-ce que c'est parfois compliqué, même pour toi? Parce que là, aujourd'hui, tu es devenu un footballeur professionnel, mais je suppose que ça n'a pas été rose depuis le début. Franchement, la seule difficulté qu'on voyait, qu'on sentait vraiment qu'on n'était pas comme les autres, c'est que des fois, je voyais des gamins qui avaient des vélos, qui avaient des petits jouets, et nous, on n'avait pas. Donc, Hmm. après, par contre, là on était bon, c'est que quand tu vis dans les quartiers comme ça, tu apprends à faire plein de choses. Donc, nous, on faisait des petites trottinettes en bois, on profitait, on faisait des petites voitures en bois aussi. Donc, Je suppose que le football, ça n'a pas toujours été un objectif professionnel quand on commence dans la vie. On n'a pas forcément tout de suite ça en tête. Comment il arrive dans ta vie le foot? voilà, nous, quand tu vis dans des petites villes comme ça, t'as des enfants partout. Ouais. Donc moi, j'avais la chance parce que dans la rue que j'habitais, on était 4 cinq gamins, on avait tous presque le même âge, avec mon frère qui est plus âgé d'1 an que moi. Et on avait vraiment une équipe. Dans le quartier, on avait une équipe. Le foot, il est parti de là. À 7, 8 ans, on a commencé à jouer. On avait déjà une petite équipe. On faisait des petits tournois amateurs, mais c'était quelque chose vraiment que pour le plaisir. Moi, franchement, je pensais pas qu'être footballeur professionnel, pour moi, c'était, voilà, être footballeur, c'est juste d'aller jouer un match et c'est fini. On va retracer un petit peu tout ça. Toi, tu n'es pas passé par un centre de formation dit classique, si? Non, pas parce que déjà, là, à Gama, on avait le centre de formation de l'équipe professionnelle de Gama, Mhm. mais pour être dans le centre de formation, il fallait payer. Donc, forcément, nous, on n'avait pas. Donc, on avait, par rapport à mes potes, on était presque une équipe de centre de formation parce on a grandi avec les catégories, en fait. Chapecoense, c'est ça? Presque, Chapecoense. 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 Voilà. Comment ça se fait? Entre guillemets, moi, j'étais déjà pro dans le foot amateur parce que moi, j'ai joué avec des mecs de 20, 25 ans. J'avais 16 ans à l'époque. Mhm. Il y avait l'entraîneur qui était un ancien joueur de Gama, qui était Mhm. parti à Chapecoense, et c'était lui l'entraîneur du centre de formation de Chapecoense. Et tous les ans, en décembre, il venait à Gama et tous les entraîneurs disaient, oh, il y a lui, il y a lui, il y a lui. Il faut que tu l'amènes pour qu'il fasse un essai. Et mon entraîneur de mon équipe à l'époque, il me dit, ouais, je vais parler avec lui pour qu'il t'aille là-bas, que tu fasses un essai, on ne sait jamais. Je dis, ouais, pourquoi pas.
Mais après, voilà, après, je reviens un peu par rapport à mon enfance compliquée. Mhm. C'est qu'il fallait demander à mes parents pour, pour que je puisse aller à Chapecoense, à Chapeco. Mais en fait, Chapeco de Gama, on a juste 1600 kilomètres. Waouh. Donc, mes parents, quand j'ai dit, après dans ma tête, j'ai dit, il faut que je le demande. Et mes parents, ils disent, mais est-ce qu'ils vont me laisser y aller ou pas? Je demande à mon père. Mon père, il a dit oui, pas mon fils. Il n'a même pas hésité. Mais je pense que c'est pas. Après, plus tard, il m'a dit, c'est par rapport à mon enfance dans le quartier, la violence, tout ça, les mauvaises fréquentations. Il y avait des potes un peu plus chauds, tu vois. Donc, mon Mhm. père m'a dit, c'est la possibilité d'écarter mon fils de ce schéma-là. Donc, je le remercie toujours. Tes parents, c'était difficile. T'imaginais que ce serait difficile de les laisser partir à plus de 1000 kilomètres de chez toi. C'est n'importe quoi. C'est complètement dingue. Est-ce que toi, personnellement, parce que tu as quand même t'as 16 ans à l'époque, tu m'as dit, Ouais. comment tu vois le fait de partir? Comment tu vis le fait de quitter ton chez toi pour, tu sais, par rapport à la France, c'est presque un autre pays, hein, quand même, en termes géographiques. Comment tu le vis, ça, d'être tout seul si loin? De partir dans l'inconnu comme ça, parce que moi, j'ai Chapeco, mais moi, à l'époque, tu n'avais pas Internet pour aller sur Internet pour taper où c'était Chapeco. Aujourd'hui, on dit un nom d'une ville, tu tapes, tu vas trouver, tu regardes tout, tu sais comme la ville est et tout. Et moi, je suis parti, allez, c'est bon. J'ai tapé 36 heures de bus. Puis aller, j'étais content et tout. Voilà. Et après, voilà, c'est ça. Après, mon père et ma mère, ils m'ont dit une phrase que moi, j'ai gardée. Il m'a dit, mon fils, pars, vas-y. Si tu ne réussis pas, les portes elles seront ouvertes, tu reviens à la maison. Il y a pas... Et là, tu vois, là, j'étais sûr de moi, j'étais content parce que je me suis dit, si j'ai pas que j'ai un échec, je peux retourner à la maison tranquille. Mes parents, ils vont être derrière moi. Donc, mais de l'autre côté, je dis non, il faut que je parte, il faut que j'ai aussi. Est-ce qu'à l'époque, la possibilité de devenir footballeur professionnel que tu commençais à toucher du doigt, même si c'était encore loin, est-ce qu'elle représentait autant d'espoir au niveau du fait de sortir ta famille de cette galère-là, de la pauvreté? Est-ce que ça avait cette importance-là déjà à l'époque ou pas encore? Ouais, dans le petit coin de la tête, moi, je disais, bon, si un jour je deviens footballeur, j'ai dit à ma mère et mon père, il faut que je vous achète une maison. Dans ma tête, c'était ça. Parce que nous, moi, j'habitais dans une maison avec ma grand-mère. Mhm. On habitait tous. Donc, il y avait ma grand-mère avec mes oncles et mes tantes. Et après, il y avait ma mère, mon père et nous cinq. Donc, on était sept si je ne me trompe pas, sur 10 mètres carrés, même 15, on va dire. Wow. Donc, je me suis dit dans ma tête, si j'ai aussi, je vais acheter une maison pour mes parents. C'est la première chose dans ma tête. Il faut que si j'ai cette chance-là, c'est la chose qu'il faut que je fasse en premier, en fait. Tu as pu le faire quand? Parce que je suppose que tu l'as fait. Tu as acheté la maison à tes Oui, parents. oui. Tu l'as fait à quel moment de ta carrière? Quand je suis arrivé en Suisse, grâce à mon transfert de Paraná Club, transfert de Genève, j'ai eu l'argent pour pouvoir acheter la maison de mes parents. Et ma femme, on est toujours ensemble jusqu'à présent, Ouais. nous, on avait rien à l'époque. Comme j'avais promis à mes parents que la première chose que j'allais faire, c'était d'acheter une maison, j'ai mis l'argent sur le côté et j'ai dit, bon, maintenant, j'ai regardé, j'ai dit, bon, maintenant, c'est bon, j'ai de l'argent que mes parents ils peuvent acheter une maison. Je les appelais, j'ai dit, maman, papa, vous pouvez acheter une maison. Choisissez la maison que vous voulez, je vous achète. Oh, ils ont choisi, j'ai acheté, et voilà, acheté le plus heureux du monde. C'est incroyable. Voilà, C'est et la après, première voilà, chose que tu as faite quand tu as quand tu as eu ton transfert. ouais, la première chose, même, tu vois, et après, moi, je remercie toujours à ma femme parce qu'elle pouvait très bien dire, non, non, c'est d'abord nous, plus tard, on verra bien. Parce que nous, on était ensemble et on n'avait pas de maison, on n'avait C'est rien. ce que j'allais te dire. Tu as acheté une maison à tes parents avant même d'avoir ta maison à toi. C'est dingue. Voilà. Et moi, j'ai dit, la première chose, c'est ça. Et du coup, j'ai trouvé la maison pour mes parents. J'étais content. Waouh. Bon, Vittorino, on termine par la partie un petit peu plus légère, un peu plus tranquille avant On de y te va. libérer. Le calling game, ok, on l'a appelé comme ça. C'est en gros, je te pose des petites questions, tac au tac, tu me réponds. C'est sur ta vie privée. Ça va vite, ok, il y a du rythme On y comme dans va. les entraînements où tu te donnes à fond et on termine là-dessus. Ça marche? Ça marche. Qui est la dernière personne à qui tu as envoyé un message et pourquoi? C'était à ma mère hier, juste pour demander comment elle allait. Et elle va bien? Très bien. Super, c'est le principal. Le dernier film que tu as regardé sur Netflix? Film, attends.
Ou série, si tu veux, une série. Lupin, la dernière. Ah, c'est bien, non? Pas mal, très bien. Ah, t'avais regardé la première saison déjà? Les deux, Ouais. pas mal, Ah, il pas est bon, mal. Omar Sy, il est bon. Ouais. La série que tu pourrais regarder. Attention, elle est importante cette question, Vittorino, parce que je me fais chambrer dans la rédaction de My Goal. À chaque fois qu'il y a une réponse et que j'ai une réaction, parce que moi, je dis Friends à chaque fois. La série que tu peux regarder 50 fois sans te lasser. Prison Break. Je crois que c'est la réponse que j'ai eue le plus souvent. Ah, franchement, je sais pas pourquoi, mais Elle est bien. Elle est ouais, bien. très bien. Ouais. Elle est bien. La musique que tu écoutes le plus? Ah, j'ai beaucoup de chants évangéliques des fois. Ouais. Donc Avant les matchs et après, tout? je suis pas trop, tu vois, de écouter les musiques avant les matchs, comme ils font la plupart des footballeurs. Ouais, j'aime bien rester écouter tout ce qui se passe autour, tu vois. Ouais, j'entends, je regarde. Je suis trop comme ça. Mais Ouais. après, dans le bus, tu vois, dans le trajet, j'aimais bien. Et après, voilà, après, tant que Brésilien, j'aime beaucoup d'écouter la musique brésilienne aussi. La pièce que tu préfères chez toi? Pendant l'été, c'est la piscine. Après, pendant le reste de l'année, j'aime bien moi, j'ai une pièce de vie là, où j'ai une télé, j'ai un billard, donc Ouais, j'aime bien. ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal. Voilà. La célébrité avec laquelle tu aimerais boire un verre? Ah, facile, celle-là. Ronaldo, le phénomène. C'est vrai, t'as pas eu l'occasion de le Ah, rencontrer? jamais. Oh, c'est pas C'est un, possible, faut c'est qu'on un, arrange ça. c'est un des regrets de tant que footballeur, déjà tant que joueur, de ne pas voir jouer contre lui, Ouais. et après de le rencontrer encore. Ah ouais, c'est pas normal. C'est pas normal que Vitorino Hilton, brésilien, légende de Ligue 1, n'ait pas rencontré Phénoméno. Va falloir qu'on travaille là-dessus. On va voir Voilà. si on peut arranger ça. C'est pas possible. Ton hobby préféré? Un footing. C'est J'aime vrai? trop courir, en fait. Ah, j'aime courir, c'est un truc de fou. Vitorino, tu vas reprendre le foot, c'est sûr. L'émission que tu ne peux pas rater chaque semaine. Ce moment, je suis à fond à 12 coups du midi. C'est un truc de fou. Je suis à fond 12 tous les coups de jours, je suis midi. là. 12 coups de midi. Il y a Bruno qui est tous les midis, je suis là et je suis là derrière lui. C'est incroyable. Ah, ça, c'est la réponse. Je ne m'y attendais pas du tout, Vitorino. Je t'avoue, tu m'as surpris de fou. Allez, la dernière question. La phrase qui t'a le plus marqué qu'on t'a dit dans le football. Ouais, non, je veux pas. C'était pas une phrase, mais c'était un geste que Ouais. ça m'a marqué. C'est que j'étais ramasseur de balles à gamin. Je suis supporter de Flamengo, voilà, de grandes équipes de Rio de Janeiro, Flamengo. Et Flamengo, il va jouer contre Gama à Gama. J'étais content déjà, je fais ramasseur de balles, je vois tous mes joueurs, mes idoles de côté, là, tout près, tu vois. Et à la fin de match, il y a l'attaquant de Flamengo, qui s'appelle Gaucho à l'époque. Je lui demande un autographe. Lui, il m'a poussé comme ça, il est parti. Donc ça, c'est le joueur que je déteste le plus au monde. Et puis ça m'a aidé aussi, parce que j'ai vécu ça. Ouais. Et donc voilà, je suis devenu footballeur. Quand je vois un enfant qui demande un autographe, je vais aller, mais avec tout mon temps, je vais signer son autographe. Je fais une photo avec lui parce que j'ai pas envie que lui, il a ce sentiment, ce regret, cette image de quelqu'un qui a pas voulu te signer un autographe. Donc ça m'a marqué. Donc voilà, c'était pas une phrase, mais c'était un geste. Non, mais c'est bien. Pour finir une interview, c'est encore plus beau. Vitorino, merci. Colin, merci à vous. Oh my Merci. goalers, faites attention à vous, kiffez le foot et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Call Interview. Ciao.